Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 22 février avec une importante page consacrée aux élections en Afrique. En République centrafricaine, la commission électorale a annoncé samedi la victoire de Faustin Archange Touadéra dans l'élection présidentielle. Le président nouvellement élu a obtenu, selon les résultats officiels, 62,71% des suffrages contre 37,29% pour son rival Anissé-Georges Dologuélé. Sitôt déclaré vainqueur, le nouveau président centrafricain a immédiatement affirmé avoir conscience des défis immenses qui l'attendent dans sa tâche. M. Touadéra rejoint ainsi les observations d'économistes ou encore de responsables politiques qui estiment qu'il devra accomplir un travail titanesque pour la relance économique de la Centrafrique, mais aussi pour établir la sécurité, désarmer les rebelles, refonder l'armée ou encore redresser l'administration du pays. Malgré son grand potentiel agricole et minier, la Centrafrique et sa population retrouvent des caisses vides et dévastées par des années de conflits et de mainmise par les groupes armés sur des secteurs stratégiques, comme par exemple les douanes ou encore les impôts. Avant de se mettre au travail, le président élu, Faustin Archange Touadéra, a d'abord tenu à adresser hier un discours de remerciement. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, ainsi de manière souveraine, en toute liberté et en toute transparence, vous avez décidé de me confier la charge de président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait ainsi confiance. Mes remerciements s'adressent en premier lieu à toutes les Centrafricaines et à tous les Centrafricains, aux militants et sympathisants de partis et candidats alliés qui m'ont massivement accordé leur suffrage. Élus de la nation tout entière, je félicite tous mes compatriotes qui, quelles que soient leurs convictions, sont allés voter et ont ainsi accompli leur devoir électoral. En se rendant aux urnes le 14 février 2016, dans le calme, ils ont une fois de plus manifesté leur sens de responsabilité dans l'attachement au retour à l'ordre constitutionnel normal et à la démocratie. Centrafricains de toutes les régions, de toutes les religions, des différents statuts sociaux, de tous les secteurs d'activité, de toutes les générations, nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. Et quant à l'adversaire de M. Touadéra, Anissé-Georges Dologuélé, bien qu'il dénonce des fraudes massives au second tour, il a tout de même publiquement reconnu sa défaite dès samedi. Il a promis de ne pas déposer de recours devant la Cour constitutionnelle qui doit valider les résultats provisoires. Mais pour ses partisans, la pilule était plus amère à avaler. Samedi, dans les rues de Bangui, ils ont exprimé leur colère quant aux résultats proclamés. Anissé-Georges Dologuélé, il a écrasé plus de 28 candidats au présidentiel. Mais maintenant, au deuxième tour, on nous a appelé, on nous a dit, on nous a proclamé au radio qu'il n'a pas de voix, c'est pas si possible. On est mécontents. Les autorités de transition sont pleinement impliquées dans cette situation. Parce qu'ils savent que si AGD gagne les élections, il va lancer un audit de cette transition. Ils ont volé, ils ont suffisamment volé de l'argent et ne veulent pas qu'il y ait l'audit de cette transition. C'est pourquoi nous allons demander à tous nos militants, nous allons sortir massivement sur les routes. Nous allons mettre en place notre gouvernement. Nous allons mettre en place les institutions. Nous allons mener des actions radicales pour pouvoir nous opposer. Les autorités de transition ont créé plus de 120 bureaux de vote fictifs pour pouvoir voler les élections en faveur de Touadéra. Nous n'allons pas accepter cette situation.
Autre résultat proclamé ce week-end, ceux de l'élection présidentielle en Ouganda. Après 30 ans au pouvoir et avec largement plus de 50% des suffrages valides exprimés, c'est donc Yoweri Museveni qui est réélu président de l'Ouganda pour un 5e mandat de 5 ans. La commission électorale a par ailleurs annoncé un taux de participation de 63,5%. Plus de 9 700 000 électeurs sur les 15 millions enregistrés se sont en effet rendus aux urnes. Pour le porte-parole du parti de M. Museveni, le mouvement de résistance nationale, la victoire de M. Museveni et, je cite, confirme que ses adversaires ont échoué à offrir une quelconque alternative. L'Ouganda n'a jamais connu d'alternance politique depuis son indépendance en 1962. En ce qui concerne cette dernière présidentielle, les observateurs de l'Union européenne ou encore du Commonwealth ont par ailleurs remis en cause l'impartialité de la commission électorale ougandaise. Élection africaine toujours. Environ 7,5 millions d'électeurs inscrits sur les listes au Niger ont dû choisir ce dimanche entre 15 candidats lors du scrutin présidentiel, scrutin couplé à des élections législatives. Malgré des retards constatés à l'ouverture de la plupart des bureaux de vote censés ouvrir à 8 heures locales, les premiers électeurs ont quand même pu commencer à voter hier pour ces élections générales. Alors, outre les nombreux retards, des erreurs de livraison de matériel, notamment des listes électorales, ont également été recensées, y compris dans les bureaux de vote de la capitale Niamey, où le président sortant, Mahamadou Issoufou, s'est rendu pour voter, espérant ainsi remplir pour un second mandat dès le premier tour. Samedi, le président de la Commission électorale nationale indépendante avait déclaré que toutes les dispositions avaient été prises pour que l'élection se déroule dans de bonnes conditions. Malgré les vives tensions politiques qui ont émaillé la campagne, avec des heurts entre les partisans du président et les opposants, les électeurs étaient quand même dans l'ensemble fiers de pouvoir exprimer leur vote dimanche. Je vous propose de les écouter. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un engouement comme ça, une mobilisation. Et ça nous rappelle les premiers moments de la démocratie au Niger. Ouais. Et je pense qu'on aura cette fois-ci un taux de participation vraiment acceptable. Le pays est en danger puisque chaque matin on attrape quelqu'un de l'autre côté. Il faut un bon président qui va bien gérer le Niger. On est derrière lui. Et dès après la fermeture des bureaux de vote hier soir, le dépouillement des votes pour les législatives et la présidentielle a eu lieu, notamment dans le quartier Dar el Salam de Niamey. Les opérations de comptage des votes ont démarré dans plusieurs bureaux de vote de ce quartier vers 18h30 GMT. Dans la zone de Dar el Salam, le taux de participation compté après le début du dépouillement était d'environ 50 à 60%. Les résultats devraient être annoncés au plus tard dans les 5 jours suivant le scrutin. À noter qu'aucun incident majeur n'a été constaté pour ce premier tour de la présidentielle, et ce malgré les retards de plusieurs heures parfois dès l'ouverture de la quasi-totalité des bureaux de vote du Niger. De manière générale, l'opposition dénonce une iniquité flagrante lors du scrutin présidentiel de dimanche, parlant parfois même de manipulation ou encore de duplicata de cartes d'électeurs. Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante a lui-même concédé dimanche qu'il y avait des insuffisances, mais que selon lui, la CENI prenait toutes les dispositions pour permettre aux électeurs d'exercer leurs droits. Aux Comores aussi, le dépouillement des bulletins du premier tour de la présidentielle était en cours hier soir, après un vote qui s'est déroulé dans le calme pour ce scrutin disputé par 25 candidats, dont un ancien putschiste et un vice-président. Aucun incident majeur n'a été signalé en milieu de soirée dans ce petit archipel de l'océan Indien, secoué, vous le savez, par des crises séparatistes entre 1997 et 2001 et une vingtaine de coups d'État ou encore de tentatives de coups d'État, dont la dernière remonte à seulement 2012. Écoutons quelques réactions suite au vote. C'est très important de venir voter sans être obligé par qui que ce soit, mais de venir choisir celui qui peut changer ce pays. C'est un droit civique. Je dois voter pour choisir un électeur que je crois qu'il pouvait changer quelque chose aux Comores. Oui, moi je crois que c'est trop important, surtout nous les jeunes, puisque l'avenir est notre main. Donc c'est un jour décisif pour nous. Donc d'après tous les malheurs qu'il y a dans ce pays, c'est à nous les jeunes de faire changer ce pays, Inch'Allah. Et j'appelle à toute la jeunesse de Comores, venir voter en masse, Inch'Allah. Espérons que le vote sera passé en toute paix et sérénité, Inch'Allah. Nous vous l'annoncions vendredi soir dans notre journal Vox News. L'attentat de Mémé, cette localité du Cameroun, a fait 19 morts vendredi. Et dans cette localité de la région de l'extrême nord du pays, un témoin détaille les circonstances de l'attaque. Et le gouverneur de l'extrême nord explique lui ensuite les mesures prises dans cette région pour essayer d'éviter de nouvelles.
Là où le camion a mené le passager avec le bagage. Dès qu'au niveau des stationnements, ils ont transporté le bagage là où ils stockent leur assiette là. Et ce sont ceux qui contrôlent leur sac. Dès que le sac vient là, ils contrôlent. Au moment où ils contrôlaient, bon, ils ont demandé aux femmes là qu'est-ce qui est dans le sac. Au moment qu'ils dit ça, il s'est éclaté directement et ils ne savaient pas quoi c'était éclaté, dans quel... c'était dans le marmite. Je voudrais tout simplement, une fois de plus, réitérer les mesures que nous avons prises, à savoir l'interdiction de ces marchés qui ne sont pas contrôlés. Nous les avons vus ces derniers temps, lorsque toutes les mesures ont été prises, ils n'avaient pas la latitude de se déployer sur le terrain, ils ont pris pour cible les mosquées. À ce niveau, nous avons également pris des mesures qui s'imposaient. Ils se sont retournés vers les lieux de deuil, les lieux de recueillement. C'est dire que s'il y a un regroupement comme un marché, ils n'hésiteront pas un seul instant à aller commettre leur forfait. Attention, les images qui vont suivre peuvent toucher les plus sensibles. À l'international, direction la Syrie, où des attaques ont fait près de 150 personnes mortes ce dimanche. Les attaques revendiquées par les djihadistes de l'État islamique ont eu lieu dans des zones tenues par le régime. Homs, la troisième ville du pays, a été frappée par le plus sanglant attentat sur son sol depuis 2011. Quant à Sayeda Zeynab, cette localité située à 5 km au sud de Damas et ce haut lieu du chiisme, eh bien, ce sont plusieurs dizaines de personnes et plus d'une centaine de personnes qui ont été blessées. Ces attaques interviennent alors que les États-Unis continuent de pousser, vous le savez, pour obtenir une trêve, notamment en annonçant un accord provisoire de cessation des hostilités. Mais en Syrie, la multiplication des protagonistes, les divisions internationales ou encore la montée en puissance de l'État islamique ou du Front al-Nosra ont miné les efforts pour un règlement du conflit. Ce conflit qui a fait en près de 5 ans plus de 260 000 morts et poussé à la suite plus de la moitié de la population. Retour en Afrique pour terminer ce journal. Hier, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, s'est clos le sommet économique Africa 2016. La veille, les dirigeants rassemblés pour ce sommet ont émis le souhait que l'Afrique profite de son taux de croissance attractif afin d'accroître ses échanges commerciaux et les investissements sur le continent. Plusieurs accords devaient être négociés pendant ces 2 jours d'Africa 2016. Le sommet organisé avec l'Union africaine et le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, le COMESA, a vu la participation de plus de 1200 responsables. Parmi eux, les présidents du Soudan, du Nigeria, du Togo ou encore du Gabon, ainsi que des dizaines de ministres de décideurs économiques. Pour le président de la Banque africaine de développement, pas de doute, l'Afrique se porte bien malgré les défis. Son économie devrait croître de 4,4% en 2016 et de 5% en 2017, un taux bien supérieur à celui des pays développés. C'est la fin de ce Vox Flash du lundi 22 février 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.